Madame, Monsieur, bonsoir. FinTech au menu de questions d'actu ce soir. Alors que l'Agence de développement du digital vient de lancer une plateforme de e-learning, nous avons décidé à notre niveau de faire un peu de pédagogie aussi et de remettre à l'ordre du jour surtout la question des startups FinTech. Qu'est-ce que la FinTech? Quel est son rôle dans les marchés financiers et pour la bancarisation? Qui utilise la FinTech finalement? La FinTech, est-ce plutôt un driver ou un facilitateur? Réponse dans quelques instants en compagnie de nos experts. Au-delà de l'initiation au domaine, l'innovation technologique n'est certes pas une nouveauté dans la finance, puisque depuis quelques années déjà, nous assistons à une progression exponentielle des investissements dans les nouvelles technologies. Intelligence artificielle, applications, cloud ou blockchain, tout progresse à pas de géant. Alors, à quelle vitesse le Maroc se raccorde à cette supradynamique mondiale? Et quels sont les leviers à actionner pour pouvoir aspirer à se faire une place dans cet échiquier technologique de la finance? Les réponses dans cette émission ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu Yasser Biaz. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes directeur général du fonds d'investissement UM6P Ventures, un fonds d'investissement early stage dont la mission, je reprends ce qui est écrit sur votre site web, de développer l'entrepreneuriat, accélérer l'innovation scientifique au Maroc et en Afrique. Bienvenue. Merci. En face, un plaisir largement partagé. Yassine Farker, bonsoir. Bonsoir, enchanté. Vous êtes expert consultant en FinTech. Merci d'être des nôtres ce soir. C'est moi. Et un acteur du secteur de la FinTech est également présent sur ce plateau. Cyril Jacques, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la stratégie, cofondateur de Shari Ecom FinTech, donc avec cette solution, une application mobile, n'est-ce pas, destinée au commerce de proximité. Tout à fait. Merci Bienvenue. de me recevoir. Et je vais commencer par vous, puisque vous êtes un acteur et vous êtes donc du domaine, si on peut vous décrire ainsi. Comment pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne la FinTech? Qu'est-ce que la FinTech? FinTech, c'est un vaste sujet. C'est la contraction de finance et de technologie. Donc une entreprise FinTech, c'est une entreprise technologique qui opère dans le milieu de la finance. Maintenant, ce qu'on a tendance à associer derrière FinTech très souvent, c'est des startups FinTech. Donc c'est tout cet écosystème relativement récent de jeunes entreprises qui proposent des solutions innovantes autour des services financiers. Très bien. Yassine Farker, en tant qu'expert, consultant, puisque Cyril Jacques a évoqué cette question d'écosystème, quel est l'écosystème type de la FinTech selon vous? Pour reprendre un petit peu la description de la FinTech, c'est une contraction effectivement entre la finance et la technologie. Vous allez retrouver des écosystèmes qui sont pareils sur l'ensemble des géographies. Vous allez avoir les banques centrales qui jouent un rôle élémentaire. Dans la partie réglementation, vous allez avoir le système bancaire également. Vous allez avoir d'autres types de régulateurs. Au Maroc en particulier, vous avez la NRT qui joue un rôle important dans tout ce qui est mobile. Et vous allez avoir ces startups qui vont essayer de faire rupture avec l'existant. Et il y a d'autres aussi acteurs financiers. Il va y avoir les venture capital funds, il va y avoir les fonds d'investissement, il va y avoir les incubateurs, les accélérateurs. Donc tout ça font l'amalgame, on va dire, de cet écosystème. Et puis, il faut que l'ensemble des briques soient réunies pour que ça fonctionne correctement. Et en parlant de briques, on en a une avec nous ici sur le plateau, un fonds d'investissement. Quel est aujourd'hui le rôle du fonds d'investissement pour un écosystème tel que celui du Maroc, par exemple? Oui, bien sûr. Donc, je vais revenir aussi sur la définition de la FinTech, parce qu'en effet, c'est très, très vaste et très, très large. Donc, d'un côté, ça peut adresser les besoins opérationnels internes d'une banque. Ça peut adresser les besoins réglementaires, anti-fraude, anti-blanchiment. Ça incorpore aussi, on va dire, le développement du paiement, de développer des opportunités de upsell dans, on va dire, l'éventail d'un produit financier ou bien des produits adjoints. Mais il n'y a pas aussi que la finance, il y a aussi l'assurance qui est un compagnon très, très intime de la finance. Et voilà, en tout cas, en ce qui concerne la nomenclature d'une manière générale. Et en effet, l'écosystème se développe au Maroc, sur tout plein de ces poches-là, autant sur le paiement, le FMCG, ainsi de suite. Et le fonds d'investissement, aujourd'hui, on ne peut pas quand même envisager un écosystème de la FinTech sans fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des porteurs de projets, ce sont eux les start-upers, et clairement, il faut qu'il y ait une enveloppe financière, des financements, des investissements pour pouvoir aider les ambitions à se développer. On parle chiffres à présent, les chiffres sont quand même parlants.
ce que pèse aujourd'hui la FinTech dans le monde, c'est quand même à coût de plusieurs millions de dollars, voire milliards de dollars. L'évolution de la tendance dans le monde, avant qu'on arrive pour la région et tout particulièrement le sujet qui nous intéresse ce soir, le Maroc. Yassine Benaïssa, quelle évolution ces 10 dernières années et pourquoi, surtout? On a vu une évolution fulgurante de la FinTech à travers le monde entier. Je crois que les chiffres sont parlants. En 2021, il y a eu à peu près 230 milliards de dollars qui ont été investis globalement dans ce secteur. Le double de 2020. Le double de 2020, ça a une tendance exponentielle. Et quand vous regardez l'Afrique, il y a à peu près, on va dire, 1% de ce montant-là qui a été investi dans les startups africaines, qui avoisine les 2 milliards de dollars. Ce qui reste en dessous du besoin, bien sûr, de l'Afrique en termes de dynamique socio-économique et de développement, mais c'est déjà un chiffre qui est très encourageant. Mais quand on regarde l'évolution véritable, elle a eu lieu dans les pays occidentaux, dans cette modernisation du système bancaire et surtout dans l'arrivée, on va dire, d'entrepreneurs innovants qui se sont concentrés sur des niches de marché que les banques étaient incapables d'exploiter. Donc ça continue à évoluer à une très grande vitesse. Je crois que l'argent qui est injecté à tous les niveaux en fait, de l'investissement des startups est assez on va dire, fulgurant. Et puis les tendances continuent malgré un marché qui peut apparaître un petit peu en berne aux États-Unis. Est-ce que la tendance entre 2020 et 2021 a été poussée, boostée par la Covid ? Je pense que ça ne fait pas l'ombre d'un doute, hein, avec la plus grande majorité des gens qui étaient contraints de rester chez eux à cause de la pandémie. Ça a accéléré la digitalisation du service bancaire, entre autres. Parce que ça y est, beaucoup d'opérateurs étaient dans l'obligation de fournir leurs services en ligne, ceux qui ne le faisaient pas traditionnellement. Et donc, vous avez une explosion de cette digitalisation. Et donc, quand vous avez autant d'argent qui est investi, vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui commencent à être innovantes pour trouver des solutions à ces dynamiques-là. Très bien. De par votre expérience, Cyril Jacques, en France, quels sont les éléments qui ont fait que la FinTech puisse progresser sur un trend assez constant dans l'Hexagone et peut-être aussi en comparant à d'autres pays? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs, il n'y en a pas qu'un seul. Avant de parler même de la croissance de la FinTech, il y a déjà un sujet de transformation digitale, au sens plus large. Transformation digitale qui n'est pas uniquement liée à l'innovation technologique, mais qui est à l'innovation des usages. C'est faire comprendre aux utilisateurs finaux, que ce soit pour des services financiers ou pour d'autres services, en quoi la technologie peut les aider à améliorer leur quotidien. Et ça, je pense qu'il y a une question peut-être de maturité de marché, des utilisateurs en Europe qui sont peut-être plus enclins à utiliser des services digitaux. C'est peut-être encore un petit peu moins le cas au Maroc. C'est à nous, Chari et les autres opérateurs tech, de leur montrer quels peuvent être ces usages et dans quelle mesure ça peut leur changer la vie ou ça peut leur apporter du confort. Et donc, quelle est justement, de par encore une fois votre expérience, qu'est-ce que vous avez apporté avec vous en termes de points d'inflexion peut-être aussi à mettre en place pour développer cet usage de FinTech au Maroc? Alors, ça sonne comme si je peux vous passer un entretien d'embauche, mais ce n'est pas le cas. C'est une excellente question. Alors, à date, les services financiers au sein de Chari, c'est un nouveau métier. C'est un nouveau service qu'on va proposer à nos utilisateurs. Mais à date, on a déjà une activité de distribution de produits de grande consommation. On est fournisseur des épiciers de quartier, des gens qui distribuent les produits de consommation que tout à chacun achète au coin de la rue. Et le service qu'on leur propose, c'est la possibilité d'acheter tous les produits dont ils ont besoin dans leur boutique et d'être livrés en 24 heures. C'est-à-dire que l'épicier de quartier n'a plus besoin de fermer sa boutique, d'aller chez un grossiste, d'attendre qu'un camion passe le livrer. Il peut commander très facilement, sans fermer boutique, avec une livraison devant chez lui en 24 heures. Et ça, c'est, de façon très concrète, une solution que nous apportons en termes de praticité au quotidien. Et demain, on va ajouter des services financiers qui vont venir l'aider à développer son business. Et donc, c'est adapter peut-être une solution aussi aux spécificités du marché marocain. Tout à fait. Très bien. Quand on parle de ce genre de sujet, que ce soit pour ça ou le mobile payment, surtout cette question de mobile payment, ça risque d'hérisser les poils des banques. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de solution, est-ce complémentaire? Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle de la FinTech aussi dans le fonctionnement de la banque. Mais est-ce que ce n'est pas une concurrence un peu aux services bancaires classiques, traditionnels, conventionnels? Oui, donc en effet, le domaine de la FinTech est très très vaste et les banques ne doivent pas percevoir ces projets de start-up comme étant concurrentiels.
Il se trouve que dans le cas des néobanques, qui sont les nouvelles banques qui utilisent le digital pour pousser les services bancaires, on peut y voir une concurrence. Mais on peut voir aussi un très très fort partenariat avec des entrepreneurs qui développent des solutions technologiques qui peuvent renforcer en effet donc, le domaine opérationnel de la banque, mais aussi qui permettent aux banques de sous-traiter un marché. Donc, par exemple, le mobile paiement, ou bien aller sur des démographies, ou bien des audiences particulières, ça permet à la banque de reposer sur des partenaires qui sont des start-upers, qui vont aborder de ce marché-là aussi. Et puis, les start-upers peuvent aussi assurer, on va dire, des vecteurs de développement pour la banque dans des métiers ancillaires qu'elle n'avait pas abordés auparavant. Donc, il faut vraiment voir ça, plutôt que de focaliser sur un métier spécifique où le porteur de projet peut être en concurrence avec la banque, voir tout le reste où, en effet, il y a une symbiose parfaite en fait, entre la banque et les porteurs de projets. Symbiose parfaite, est-ce que cela signifie aussi que, parce que l'une des raisons, ou en tout cas l'un des objectifs, notamment sur notre continent, c'est celui de la bancarisation. Comment une fintech peut aussi contribuer à la bancarisation? Yassine Farka. Je crois que si on extrapole un petit peu les problèmes du Maroc, ils sont les mêmes sur le continent. Et je crois qu'il y en a deux qui sont particulièrement importants, dont celui de l'inclusion financière, mais aussi celui de la circulation du cash. Et quand vous regardez l'intérêt de la fintech, surtout quand vous regardez le mobile wallet, l'intérêt derrière la progression et puis la mise en place de ce genre de projet, c'est pour absorber justement cette circulation de cash qu'il y a sur le marché. Et quand vous comprenez l'aspect logistique du cash, l'équation est vite faite. Vous avez à peu près 1,5% de coût de logistique, de management du cash sur l'ensemble du PIB d'un pays à une année donnée. Ça veut dire que si vous regardez le PIB marocain, c'est 120 milliards de dollars à peu près. Donc il y a 1,5% qui est dédié au management du cash. Donc ça fait à peu près 1,8 milliard de dollars. Donc c'est énormément d'argent qui est investi. Ces chiffres selon... Il y a une norme, en fait, c'est à peu près entre 1 et 1,5% du PIB. C'est une norme mondiale. C'est une norme mondiale. Aux États-Unis, c'est 1,2. Après, ça dépend du niveau et puis du volume de circulation de cash. Et puis le cash a un coût logistique, qui est celui que je viens de citer. Il y a un coût économique aussi qui est énorme parce que ça passe sous les radars, en fait, des autorités fiscales. Donc, c'est un grand manque à gagner pour les différents États. Et vous avez aussi un coût social, parce que vous avez le financement de tout ce qui est illicite qui est fait à travers le cash. Donc, l'objectif d'une partie de la fintech, c'est d'absorber cette circulation de cash. Donc, si jamais vous prenez l'équation et vous vous dites, OK, ça coûte 1,8 milliard de dollars par an de manager du cash, si on investit 100 millions de dollars, 150 millions de dollars ou 200 millions de dollars et que ça nous permet de réduire ce pourcentage-là, c'est un investissement qui en vaut déjà la peine pour le gouvernement marocain et puis pour l'État. Donc, quand vous prenez ce problème-là, la fintech apporte une solution qui est très claire. Si l'ensemble, on va dire, du cadre réglementaire permet aux startups et aux fintech d'éclore correctement, comme ça a été le cas peut-être en Égypte ou dans d'autres pays africains. Pour la partie inclusion financière, clairement, vous voyez un petit peu les chiffres au Maroc, vous avez 50% de bancarisation, même le chiffre est débattable. Parce exactement, j'allais rebondir dessus. Il y a les doubles comptes, donc ça c'est un point noir pour l'économie marocaine. Mais après, la question, c'est de connaître, on va dire, le comportement du consommateur marocain. Je crois que c'est quelque chose sur lequel Chari doit très bien travailler. C'est que ce n'est pas une question d'apporter un problème, on va dire, qui est constant sur l'ensemble des pays africains, mais c'est de comprendre la dynamique sociale, économique et démographique locale pour pouvoir apporter des solutions concrètes et convaincre les gens de se servir de moyens digitaux pour faire leurs paiements plutôt que d'utiliser le cash. Donc si jamais on arrive à trouver, on va dire, la bonne dynamique là-dedans, on va réussir à absorber justement cette exclusion financière qui fait défaut à l'économie marocaine. Mais pourquoi, quand même, en termes d'offres, elle reste très limitée pour pouvoir proposer des solutions? Pourquoi, selon vous, Yasser Biaz, l'offre est si réduite au Maroc en termes de solutions financières, technologiques, enfin fintech? Donc, je rappelle et je remets aussi la fintech dans son contexte d'évolution avec le parallèle qu'est Internet. Donc aujourd'hui, on va dire toutes ces solutions fintech sont basées sur le modèle Web 2.0. Et le modèle, justement, de ces plateformes bancaires n'est pas supposé identifier une démographie ou bien une audience et lui offrir un service. Ce sont des plateformes qui adressent ou bien qui opèrent avec plusieurs gammes d'utilisateurs ou bien, on va dire, de profils. Donc, il y a un consommateur, peut-être qu'il y a un distributeur, il y a l'institution financière et ainsi de suite. Et ces solutions doivent être construites sur des interactions
entre ces différentes parties et donc construite dessus. Maintenant, combien de ces interactions sont visibles, pragmatiques et pratiques à adresser aujourd'hui? Donc, c'est pourquoi la cadence de la FinTech avance, on va dire, avec l'opportunité économique et sociale. Donc, il y a encore beaucoup de barrières, même au niveau des mœurs, par exemple le paiement, la raison pour laquelle M-Pesa au Kenya a si bien fonctionné, d'autres solutions ailleurs. Ici au Maroc, cette solution est disponible, mais elle n'est pas forcément demandée. Il n'y a pas d'appétit encore pour ça. Donc, je pense que graduellement, à travers des poches comme par exemple la grande distribution, la logistique, des services nouveaux, par exemple, au niveau du ferme. Ça reste quand même des services classiques. Hein. Ils sont pas des services qui soient un peu différents. Donc, oui, ils sont classiques aujourd'hui, mais nous commençons à voir... C'est le retail, quoi. C'est du retail, mais c'est en train d'évoluer. Par exemple, nous avons des startups avec lesquelles nous travaillons, qui travaillent, par exemple, au niveau des recommandations, au niveau du fermier, et donc dans le monde rural, et ça permet donc de comprendre, de maîtriser cet environnement, comprendre leurs besoins en achat, les raccorder à un marketplace, et proposer aussi des instruments et des produits financiers ou bien d'assurance pour les accompagner, pour passer à une autre, on va dire, culture ou autre chose. Un mot là-dessus, surtout que vous, aujourd'hui, en tant qu'entreprise qui propose une solution, quels sont les critères que vous avez peut-être rassemblés pour mettre en place ce service, cette application? Quels sont les acteurs? Est-ce que ça a été chose facile pour vous, pour rassembler tous les acteurs, comme l'évoquait Yasser Biaz? Par acteur, vous entendez... Distributeurs, en l'occurrence les commerçants. Est-ce qu'il y a une adhésion naturelle, justement, à ce genre de Alors, une adhésion naturelle, certainement pas. Ça nécessite beaucoup de pédagogie. Et en fait, le sujet de la FinTech, c'est pas proposer du produit pour proposer des services financiers. C'est proposer des cas d'usage. C'est venir voir l'épicier et lui dire, voilà, grâce à notre application, tu vas pouvoir obtenir un financement qui va te permettre d'avoir plus de BFR, de développer ton business. C'est aller voir un utilisateur final et lui dire, tiens, grâce à notre wallet, tu vas pouvoir envoyer 200 dirhams à l'autre bout du pays de façon instantanée, gratuite, en toute simplicité, à un parent ou un enfant qui est à l'autre bout du pays. En fait, on va faire adhérer les utilisateurs, non pas en proposant des produits standardisés, en disant, voilà les Marocains, vous avez besoin d'un wallet. Non, on va aller voir chaque typologie de population. En l'occurrence, nous, on touche les épiciers de quartier et puis leurs clients quotidiens. Et c'est ces gens-là, en proposant des produits vraiment sur mesure dans leur quotidien, on va réussir à les convaincre que le wallet ou que les autres services financiers disponibles via nos applications. Et vous arrivez à les convaincre déjà aujourd'hui ? Alors, c'est encore relativement récent pour notre société, mais oui, on a organisé des panels, on a déjà quelques tests avec certains partenaires, et oui, il y a une vraie adhésion. Il y a une vraie adhésion quand on prend le temps d'expliquer. Faire des campagnes de publicité en disant voilà les nouveaux services financiers, voilà les wallets. Ça n'a pas marché avec le mobile payment en tout cas. Tout à fait. Au Maroc, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut s'asseoir à côté des gens et leur expliquer comment ça fonctionne. Nous, on fait ce travail-là avec nos ambassadeurs qui vont voir les épiciers. Et on compte sur les épiciers qui sont nos partenaires, qui sont nos clients, pour aller voir eux-mêmes leurs clients et faire ce travail d'éducation. Et il y a un travail de benchmarking à faire. Est-ce que, en termes de marché, le Maroc est comparable par rapport à d'autres pays, Fakher? En termes de quoi? En termes d'usage de mobile wallet? Oui, on peut trouver des... Déjà de taille de marché, de spécificité qui soient relatives aussi, par exemple, l'utilisation de cash. On peut prendre d'autres exemples de notre continent ou d'autres continents, le Chili, que sais-je. En tout cas, est-ce qu'il y a moyen de comparaison? On peut toujours benchmarker, mais je pense qu'il y a quand même une caution, enfin quelque chose à faire entre, je ne sais pas, analyse démographique, analyse sociétale, analyse économique aussi de ces dynamiques-là et de ces pays-là. Quand vous regardez comment le Maroc se comporte en termes de mobile wallet, il y a une corrélation à faire entre la maturité du système bancaire et l'usage du mobile wallet. Tout à l'heure, on a eu... l'exemple de M-Pesa. M-Pesa a connu une croissance assez importante sur les 15 dernières années parce que le système bancaire au Kenya n'était pas très développé et que justement il n'y avait pas d'autres moyens pour que les gens transfèrent de l'argent d'un coin du pays à l'autre. Donc là, vous avez vraiment un cas d'usage qui est clair au niveau du wallet et qui a répondu à un problème qui était concret. Donc, comme le disait tout à l'heure, on le disait sur le plateau, ce qui est fondamental, c'est d'apporter une solution à un problème qui est précis. Si vous n'avez pas identifié le problème, vous n'allez pas pouvoir
apporter une solution. Et quand on regarde le paysage du mobile wallet au Maroc, vous avez les opérateurs bancaires qui ont lancé leur wallet et vous avez aussi des opérateurs téléphoniques qui ont lancé leur wallet. Mais quand vous regardez le PNL de l'ensemble de ces opérateurs-là, personne ne fait de l'argent. Parce qu'à l'intérieur de ce wallet, il n'y a pas de fonctionnalité qui les différencie peut-être d'une application bancaire classique où ils peuvent faire autre chose. Donc je crois que le focus, il va vraiment être là. Et puis les solutions que Chari va pouvoir proposer, c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, parfaitement taillé pour des besoins qui sont concrets. Donc c'est là l'important. Quand vous parlez de maturité du système bancaire, je voudrais vous interpeller sur une question très simple. Donc vous avez comparé le Maroc au Kenya. On va dire que le système bancaire au Maroc est plus mature. Mais s'il est plus mature, pourquoi le taux de bancarisation alors reste très faible ? C'est toujours un jeu d'équilibriste à trouver. Quand je dis que le système bancaire marocain est mature, ça veut dire que ses fondements sont solides, son infrastructure est solide. La Banque centrale, est qu'on s'exporte aussi. Voilà, la Banque centrale marocaine fait un travail exceptionnel, que ce soit sur le continent africain, et puis ils sont pris pour exemple dans l'ensemble du monde pour leur travail. Mais on ne peut pas non plus leur demander de faire des choses dont elle n'a pas peut-être la capacité de faire. En termes de bancarisation pure, on a une structure sociale qui est ce qu'elle est. Elle est peut-être comparable à l'Égypte, par exemple, même si la population est beaucoup plus importante. Il y a plus de 100 millions de personnes en Égypte, mais ils ont les mêmes problèmes que le Maroc. Un taux de bancarisation qui était relativement faible, une inclusion financière aussi qui était une problématique assez importante. À la différence du Maroc, il y a un taux d'éducation qui est quand même plus important. Mais les banques sont dans un business model qui est le leur, qui est spécifique. Elles ne vont pas partir beaucoup plus loin que leur périmètre d'action pour pouvoir, on va dire, inclure des pans entiers de la population dans le système financier. Ça, je dirais que c'est beaucoup plus le rôle de technologies disruptives, si elles sont permises, bien sûr, sur les marchés locaux. Quand vous dites permise, parlons du cadre légal aujourd'hui. Est-ce qu'il permet de développer justement ces solutions ? Ça dépend encore dans quel domaine. Donc, par exemple, tout ce qui est lié aux besoins opérationnels et internes à la banque, rien ne l'interdit. Après, bon, bien sûr, il y a la réglementation et la compliance, et peut-être qu'il serait utile aussi de former, on va dire, des compétences dans ce sens-là pour pouvoir y répondre. Les paiements et toute une batterie aussi de mesures qui sont en train d'être prises justement pour dynamiser un petit peu le circuit des paiements. Mais je continue à penser et à être convaincu qu'il faut commencer à chasser justement de nouveaux marchés pour le bénéfice justement de la banque et aller chercher ces marchés ancillaires où l'offre n'est pas assez développée. Parce qu'on revient toujours à ce cas de figure ou bien à l'état de la chose qui est-ce qu'il y a un besoin ? Ce n'est jamais un problème de technologie. Est-ce qu'il y a des cas d'usage, comme tu le citais tout à l'heure, comme vous le citiez tout à l'heure, qui permettent justement à une opportunité de fintech de s'insérer là. Et il y a cette question d'identification digitale. De quoi s'agit-il et pourquoi est-ce peut-être un obstacle à la fintech au Maroc ? Qu'est-ce que c'est ? Déjà, l'ouverture de tout compte ou de toute transaction financière passe par l'identification. Vous avez des pays africains où il n'y a pas encore même de carte d'identité nationale, où elle est très peu utilisée. Tout est sous forme papier. Donc la première étape, c'est de digitaliser. Au Maroc, on n'est pas dans ce cas de figure. Je crois que notre Sûreté nationale travaille d'arrache-pied justement pour maintenir de l'ordre dans ce sujet. Mais ce qui est très important pour le digital et ce qui est important pour l'Afrique, c'est justement cette notion d'identification digitale. Ça veut dire de pouvoir partager son identité digitale avec de multiples opérateurs sans avoir forcément à rentrer à chaque fois toutes les informations qui nous concernent et qu'on puisse avoir, on va dire, une chaîne d'informations qui nous est propre et que personne ne peut falsifier. Et donc vous imaginez en termes de friction ce que ça peut enlever quand vous êtes en train de faire des achats en ligne ou quand vous êtes en train de payer quelque chose. Ça peut grandement, on va dire, réduire cette friction-là qui est un élément important de l'usage d'applications. Et ce qui est important par-dessus tout, c'est que pour pouvoir satisfaire, on va dire, le régulateur en termes de services financiers, si jamais vous n'avez pas une certaine robustesse du système d'identification et quelque chose qui n'est pas infalsifiable, vous allez vous retrouver
face encore à d'autres problèmes, et puis on va vous mettre des barrières à l'entrée en vous disant désolé, c'est un service que vous ne pouvez pas lancer parce que l'identification n'est pas claire. Et quand vous arrivez à faire ça, vous allez permettre aux consommateurs marocains de ne plus avoir à se déplacer par exemple en agence ou d'avoir on va dire à remplir de la documentation manuelle. Tout peut se faire à partir de son téléphone et je crois que c'est l'objectif de toute digitalisation. Est-ce que ça a été facile ou un parcours du combattant pour avoir les agréments, Cyril Jacques, pour vous lancer dans l'activité ? Alors, ce n'était pas un parcours du combattant, parce qu'il y a une vraie volonté de la part du régulateur d'accompagner le développement de nouveaux établissements de paiement, de nouvelles start-up et de nouvelles fintech. Quand vous dites accompagner, quelle sorte d'accompagnement ? Peut-être qu'on a des porteurs de projets qui nous regardent. Alors moi, je ne suis pas marocain, et donc je découvre non, mais ce marché depuis pas longtemps. vous représentez justement une start-up qui est dans la fintech, qui est basée au Maroc. J'entends ici et là, le régulateur est compliqué, c'est difficile d'obtenir un agrément. Ce n'est pas un parcours du combattant. C'est un process qui est sérieux, qui a des règles, mais qui sont clairement écrites. Et donc, il y a un parcours qu'il faut suivre. Banque Al Maghrib nous a toujours énormément soutenus. On a des échanges réguliers, extrêmement constructifs sur notre projet d'établissement de paiement, sur notre projet d'établissement ou d'agrément d'établissement de crédit. On ne peut pas dire qu'on nous met des bâtons dans les roues, on ne peut pas dire que c'est un parcours du combattant. Non, de nous, cette idée, quand même. Voilà. Donc, ça, je tiens à le préciser. Mais est-ce que le cadre réglementaire, selon vous, est favorable ? Oui, c'est pas le cadre réglementaire qui, aujourd'hui, explique le non-développement, pas le non-développement, mais disons le retard relatif qui pourrait exister au Maroc. Qu'est-ce qui expliquerait cela, selon vous ? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que les acteurs en place, donc que ce soit les banques digitales, soit les startups ou fintech déjà existantes, n'ont pas réussi à proposer le service que les Marocains attendaient. Il y a une problématique d'explication et d'adéquation du service avec les attentes des utilisateurs. Ça, c'est le premier point. L'émergence des fintech va aussi accélérer à partir du moment où on aura 2 ou 3 champions qui vont créer aussi des vocations. Vous parliez tout à l'heure, il y a peut-être des créateurs d'entreprises qui nous regardent. Sûrement. Certainement. Peut-être qu'on peut en inspirer. Hein. Alors, l'idée, c'est ça, c'est aussi de dire au Maroc, on n'a pas encore de licorne, on n'a pas encore de grosses fintech, on n'a pas de champions continentaux, parce qu'il ne faut pas forcément regarder uniquement le Maroc, il faut regarder l'Afrique. Et l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où on aura 2-3 champions, on va créer des vocations. Nous, on le voit quand on fait des recrutements chez Chari, on a énormément d'ingénieurs, on a énormément de développeurs qui hésitent à partir à l'étranger, rejoindre d'autres startups au Canada, en Europe, alors qu'il y a la possibilité de faire énormément ici au Maroc et dans des projets qui ont du sens pour le Maroc et qui ont du sens pour les populations marocaines. Et donc c'est le message qu'on veut faire passer et on se dit, modestement, si on peut en inspirer quelques-uns ou si on peut les motiver à nous rejoindre, ça permettra d'apporter notre pierre d'édifice. Ça dépendra de votre prestation ce soir. Non. J'espère pas que ça. Bon. Quels sont les critères vous représentez un fonds d'investissement. Quels sont les critères early stage, donc c'est depuis le début de l'idée de la start-up. Quels sont les critères importants pour vous en tant qu'investisseur ou fonds d'investissement? Oui, bien sûr. Donc en effet, nous nous spécialisons en fait dans la pré-série A. Donc notre but, c'est d'accompagner justement les entrepreneurs à développer, on va dire, les premières étapes, les premiers jalons de leur start-up, de manière à ce qu'elles puissent accéder dans les meilleures conditions à une série A. Et comme je citais, les exemples ou bien les solutions à développer peuvent être tellement diverses. Donc, si elles sont purement dans un niveau, on va dire, produit à insérer au niveau d'une banque, donc on va bien sûr voir quelles sont les qualités, les attributs de la solution, les attributs techniques, l'appétit aussi que pourrait avoir le client pour la chose. Si c'est une start-up, par exemple, qui veut se développer dans, on va dire, la fraude et ainsi de suite, donc peut-être est-ce qu'elle maîtrise les outils de l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Mais bon, d'une manière générale, c'est soit est-ce que le client ultime, final, est une banque, ou bien est-ce qu'il est externe. Et donc, du coup, on va avoir des critères différents. Dans un premier cas, c'est les caractéristiques produits. Dans l'autre, c'est la maîtrise de ces flux d'interaction entre différentes parties. C'est-à-dire quels sont, par exemple, pour la start-up, ce qu'on appelle les unit economics, c'est-à-dire la performance d'une unité par rapport à ses coûts, ses revenus, et ainsi de suite. Et aussi l'unité de valeur qui est livrée, comment elle est livrée, le value delivery system. Donc il y a plusieurs manières de faire la lecture, il n'y en a pas une seule qui est monolithique, qui est celle-ci de dire voilà, il y a un seul profil fintech et c'est comme ça qu'il faut en faire la lecture. Donc clairement, il y a l'équipe, l'opportunité commerciale, la maîtrise d'un métier, la maîtrise de l'outil. Voilà, quand vous dites la maîtrise d'un métier, ça veut dire que quand on vient du monde du digital et qu'on ne maîtrise pas un métier
par exemple la distribution, on peut pas. Ouais. Ça peut être éliminatoire. Je vais vous donner un exemple de start-up avec lesquelles nous travaillons, qui adressent le même métier, une d'une manière technologique et l'autre d'une manière marché. On travaille avec un projet, une start-up qui est très, on va dire, compétente sur l'inférence de l'état des terres agricoles, donc avec des satellites, de l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Et donc ça, c'est une approche, et ce à quoi elle aspire, c'est en effet de pouvoir créer donc un marché rural entre justement les fermiers, les distributeurs et ainsi de suite, mais aller chasser en effet des opportunités pour la banque et pour l'assurance. Comme ça, la banque peut connaître l'état, on va dire, des terres, l'opportunité, et puis quel changement on pourrait faire. Et on s'est rendu compte que ce qui est beaucoup plus fort là, c'est qui comprend le contexte local et les interactions sur le terrain plutôt que la technologie. Et donc, si je devais choisir, je choisirais quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout la technologie, mais qui sait vendre. Et donc, c'est pourquoi il y a tellement de manières de lire la chose, mais au bout du compte, c'est une question d'opportunité économique. Yassine Fakhrel, vous êtes consultant, et s'il y avait un conseil justement à adresser à un porteur de projet de start-up, ou peut-être une start-up déjà existante, pour percer dans ce domaine de la fintech qui est notre sujet ce soir, ce serait quoi ? Je vais vous donner un exemple concret. Il y a à peu près un mois, j'ai été contacté par une équipe d'étudiants de Hawaii, justement, qui était en Capstone Project. Et ils m'ont demandé de les mentorer sur la partie fintech pour la présenter à leur jury. Ils sont venus me voir avec différentes idées que j'ai conseillé de ne pas suivre, justement à cause du contexte réglementaire. Donc j'apporterai peut-être un petit bémol sur cette partie-là. Pourquoi ? Parce que c'est quand même complexe quand vous le comparez à d'autres géographies, notamment l'Égypte qui a suivi des changements cataclysmiques au niveau de leur réglementation sur les 10 dernières années et qui ont véritablement rendu le cadre facile d'usage et agile. Il y a quand même encore beaucoup de choses à faire au Maroc. Donc, quand on est passé par cette phase d'idéation, ils sont venus avec une idée de justement créer un wallet où tous les achats allaient être arrondis à la décimale supérieure et puis l'argent qui allait être économisé allait être investi directement en bourse. Donc, l'idée est géniale, mais je vous laisse imaginer la complexité logistique de mettre en place quelque chose comme ça. Et puis, un petit peu comme Chari, là, vous avez un véritable use case et puis une proposition de valeur sur un wallet. Donc, je les ai conseillés du mieux que je pouvais sur l'aspect réglementaire, sur la partie opérationnelle, sur la partie logistique. Mais ce que je dirais à un porteur de projet, c'est qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à la partie réglementaire, parce que je pense que la Banque centrale marocaine, un petit peu comme ce qu'ils ont fait avec Chari, sont à l'écoute. Ils ne sont pas en train de mettre des barrières supplémentaires. C'est juste que le contexte actuel est complexe. Et le plus, ils vont se sentir sous pression de la part de porteurs de projets qui sont innovants, où ils vont avoir l'obligation de commencer à livrer du résultat pour ces opérateurs-là qui vont commencer à, on va dire, multiplier le champ bancaire au Maroc. Et ben, le plus ils vont se voir on va dire, dans l'obligation de changer le contexte réglementaire pour permettre à ces jeunes pousses d'éclore. Donc il y a beaucoup de choses qui se font et je suis très fier de voir des jeunes entrepreneurs marocains ou des jeunes étudiants venir avec des idées innovantes et je pense qu'on devrait leur déballer le tapis rouge justement pour qu'ils puissent mettre à profit leurs idées au Maroc. Combien de startups accompagnées à ce jour, Yasser Bias, par le fonds d'investissement UM6P Ventures? Oui, donc en effet. En totalité et puis après dans la fintech? Oui, on en discutait justement tout à l'heure et je préfère plutôt que de parler de startups qui sont accompagnées parce que ce sont des centaines, d'une manière générale, parce qu'on n'est pas que dans la fintech. Non, c'est pour ça que j'ai dit en globalité, oui, après dans la fintech. Mais par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est que nous avons déjà dans le portefeuille WAFR qui a été donc annoncé et nous en avons au moins 4 ou 5 qui sont en effet donc dans le pipe et on parle autant de fraude au chèque. Nous avons, bien sûr, Boafre qui travaille au niveau de l'épicerie. Nous en avons une autre qui travaille sur le crédit. Et puis, un certain nombre d'autres aussi. Donc voilà, en tout cas, en fintech, d'ici 2 mois, on en aura 5 dans le portefeuille. Vous avez parlé de crédit. Est-ce que c'est jouable et faisable? Encore une fois, je reviens à cette question réglementaire. Le fait d'ouvrir tout simplement un compte bancaire en ligne, c'est impossible, de bout en bout. Oui, pardon, donc je corrige. Déjà, quand je parlais de crédit, je parlais de credit scoring. Donc, ce n'est pas le crédit à relayer. Donc, en effet, ça fait partie des infrastructures ou bien des produits qui sont essentiels pour, en effet, avec l'identité, quelle est on va dire sa performance et ainsi de suite. Donc, c'était plutôt dans ce sens-là. Très bien.
Oui. Donc, il nous reste un peu de temps. On peut évoquer peut-être d'autres freins à l'implémentation de solutions fintech, messieurs, ou vous pensez qu'on a fait le tour des obstacles pour qu'on puisse, et des challenges pour qu'on puisse passer à la partie solutions et perspectives d'avenir? Juste encore un point par rapport à la réglementation et le cas du Maroc dans l'Afrique. Donc il faut juste rappeler que le Maroc, pour développer ses infrastructures, a dû réglementer. Et donc il y a des telcos, il y a des banquiers, et ainsi de suite. Et donc il y a bien un moment où, en effet, on va commencer à sentir la lenteur ou bien le retard, le décalage que nous avons au niveau de la réglementation. C'est en train d'être adressé aujourd'hui, mais je rejoins les collègues ici et les camarades en disant que ce n'est pas juste un problème réglementaire, c'est un problème d'opportunité économique. Et il faut prendre note aussi du fait que l'Afrique est, en fait, ce sont deux, on va dire, il y a l'Afrique francophone et anglophone. Elles sont très très différentes. La partie anglophone est consolidée de la manière Commonwealth, et donc il y a une pratique, on va dire, de commerce un peu plus ouvert, c'est déréglementé, des économies plus grandes, plus importantes, et des démographies aussi plus importantes. Et donc, bien sûr, le challenge pour nous est en effet de pouvoir développer le Maroc et continuer à entretenir une value proposition qui adresse des use cases pragmatiques, justement, dans les pays qui sont dans la région. Je pense que l'Afrique francophone est adressable, mais l'Afrique anglophone est un peu plus dure. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il ne faut pas penser et se limiter à penser à une solution qui soit destinée au marché marocain. Au contraire, c'est-à-dire développer des solutions ici, chez nous, peut-être qu'ils ne reviendront au Maroc, ou en tout cas exerceront au Maroc, qu'après avoir développé leurs activités ailleurs. En Afrique, peut-être. Alors, encore une fois, je vais juste reprendre ça, et je vais encore faire la séparation produit et véritablement service. Donc, si c'est un produit, je fais des produits, par exemple, pour éliminer la fraude, et ainsi de suite. Là, je peux le vendre de manière universelle en Afrique, et mon concurrent sera ce qu'il est en fonction de sa compétence technique et de son accès. Mais par contre, pour déployer des wallets dans d'autres pays, là, à la rigueur, c'est une autre compétence qu'on cherche, et c'est un contexte local et des acteurs qui sont installés plus localement. Donc c'est pourquoi je fais cette distinction. Très bien. Yassine Fakher, peut-être d'autres exemples de start-up. On a avec nous Chari, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce qui a fait que ces start-up-là ont pu percer au Maroc, ou peut-être d'autres qui ont connu un échec, d'autres qui se sont exportés, mais peut-être je ne suis peut-être pas la meilleure personne à qui demander, parce qu'au Maroc, Chari est dans la presse, et je pense que c'est une start-up qui est en pleine expansion, et c'est la seule qui attire vraiment le regard en termes de structure, à cause du problème qu'ils essaient de régler, à cause des fonds d'investissement aussi qui ont fait confiance à l'application, et puis la stratégie aussi est très ambitieuse de partir sur l'Afrique à travers un rajout de différentes verticales, dont la fintech. Mais quand on regarde un petit peu le Maroc, l'idée pour nous, ça serait quoi? Ça serait d'essayer de penser un écosystème justement pour pouvoir permettre l'arrivée de plus d'opérateurs. Parce qu'en termes d'investissement, le ratio est assez simple, et je parle sous le couvert de M. Biez, mais quand vous investissez dans 10 startups, si vous en avez une qui réussit très bien, vous avez gagné le pari. Donc ça veut dire que quand vous allez investir dans des startups, il faut qu'il y en ait 200, 300 qui se présentent pour pouvoir espérer qu'il y en ait 15 ou 20 qui réussissent. Et c'est cette logique qui a permis à l'Égypte de percer correctement. Quand vous regardez un petit peu en 2014, il y avait à peu près 4 fintechs en Égypte. En 2021, il y en a 120 à peu près. Et vous en avez 5 qui sont en passe d'arriver au statut de licorne, qui est une valorisation de plus d'1 milliard de dollars. Donc l'idée, c'est de construire cet écosystème-là pour permettre l'arrivée de ces opérateurs. On n'a pas la même taille de marché. Je rejoins M. Biaz en termes de marché francophone. Il représente à peu près 500 millions de personnes sur la planète, et on dit qu'en 2060, ça sera à peu près 1 milliard. Donc ça vous donne vraiment un objectif supplémentaire pour pouvoir pousser dans ce sens-là. Et sur la partie fintech, il ne faut pas oublier que vous avez la partie innovation, ça veut dire permettre l'entrepreneuriat, et vous avez aussi la partie sous-traitance de l'industrie fintech. Et là, on a beaucoup à faire aussi. Et puis, on a beaucoup de compétences au Maroc. On l'a vu dans l'outsourcing, on l'a vu dans plusieurs industries. Mais le Maroc peut se positionner justement comme à la fois un sous-traitant
des métiers de la FinTech à travers le monde entier, que ce soit francophone ou anglo-saxon, et en même temps être un levier de développement pour les entrepreneurs. Où en est justement Chari dans le projet de licorne? Le projet, c'est toujours l'un des objectifs. C'est pas devenir une licorne, c'est pas une fin en soi. Oui, certainement. C'est un award qu'on met. Mais c'est un award de développement. Voilà, c'est un award de développement. Ça permet aussi de faire parler de nous, de continuer à attirer des investisseurs, des partenaires. Mais on ne se réveille pas tous les matins en disant je vais au travail pour faire une licorne. Je veux la corne. je veux la corne. Et d'ailleurs, on ne va pas chercher une licorne, on voudrait devenir une décacorne, c'est-à-dire les 10 licornes. Mais c'est-à-dire 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Mais c'est pas une fin en soi. Le matin, quand on se lève, on se dit on veut que la société grandisse, on veut surtout résoudre les problématiques de nos utilisateurs. Voilà, nous, l'inclusion financière dont on parlait tout à l'heure, c'est un vrai challenge. Alors les chiffres varient, mais bon, en gros, 10 millions de Marocains qui n'ont pas un accès facile à l'inclusion à des services financiers, que ce soit des services de paiement ou du crédit, c'est un challenge qu'on veut relever. Et moi, le matin, quand je vais au bureau, c'est ce que j'ai tout en haut de ma to-do list. Si on arrive à adresser cette problématique-là et à proposer un service de qualité qui embarque les utilisateurs, la question de savoir si oui ou non on sera une licorne ne se posera pas. De facto, on y arrivera. Donc, encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Je voudrais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. L'important, c'est d'arriver à constituer un vivier de projets au départ, au Maroc. Il faut que sur la ligne de départ, puisqu'il y en a 1 sur 10 qui réussit à avoir un business model à peu près viable, et je pense encore moins qui est encore présent 5 ans après, l'idée c'est d'arriver à motiver suffisamment de porteurs de projets, à créer un écosystème, à créer un environnement qui soit favorable à se lancer. Et ensuite à accompagner pour grandir. Parce que se lancer, c'est une bonne chose, mais arriver à 2, 3, 5 ans à être toujours présent, c'est une autre chose. Surtout sur un marché qui est ce qu'il est en termes de taille, il faut tout de suite dire aux porteurs de projets, ayez l'ambition de devenir continental. Ou au moins, ayez l'ambition de regarder l'Afrique francophone. Ne vous arrêtez pas au Maroc. Si vous regardez uniquement le Maroc, il y a des très belles choses à faire. C'est sur ce point-là que j'ai interpellé Yasser Biaz tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être parfois on se limite au pays et on ne regarde pas ailleurs. Parce qu'on s'attend à d'abord se développer ici avant de regarder en Afrique francophone ou anglophone. Oui, mais ça, c'est pas lié au cadre réglementaire, c'est pas lié à l'environnement, c'est lié à rien, c'est juste de la pudeur ou de la timidité entrepreneuriale. Il n'y a pas de problème à se dire je veux monter une société qui va devenir un leader en Afrique. Je veux monter une start-up. C'est un point très intéressant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin qu'il y ait des accompagnateurs, des accélérateurs de start-up qui soient internationaux, d'envergure internationale, pour pouvoir accompagner les start-up ou les porteurs de projets sur des horizons autres que nationaux? Oui, alors c'est déjà le cas. Il y a déjà des intervenants internationaux qui participent à l'écosystème start-up au Maroc. Il y a déjà des échanges qui sont faits. Là, je pense que c'est une vraie question de message, et c'est le message que Ismaël, notre cofondateur, porte tous les jours sur les réseaux sociaux et dans la presse. Il dit aux porteurs de projets, aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui souhaitent se lancer, n'ayez pas peur de vous lancer. Il y a de quoi faire au Maroc, il y a de quoi faire en Afrique. C'est pas la peine de partir en Europe, c'est pas la peine de partir en Amérique du Nord. Si vous avez l'ambition, et pas uniquement regarder au Maroc, si vous avez l'ambition de le faire sur un format continental, il y a le marché, il y a la place pour le faire. Et encore plus dans l'Afrique francophone, où finalement, il y a moins de projets, proportionnellement, qu'en Afrique anglophone. Donc il y a de la place. La formation, Yasser Biaz, une des dernières questions. Le fait d'être le bras d'investissement, le bras investisseur d'une université, est-ce que ça aide aussi pour avoir un vivier de talents et pour les garder au pays, si je puis me permettre l'expression? Oui, en effet, je pense que nous disposons de toutes ces choses-là. Donc, en effet, le fonds UM6P Venture, c'est une filiale à 100% de UM6P, donc l'Université Mohamed VI Polytechnique. Mais nous avons une mission beaucoup plus large, même au niveau, on va dire, de tout du pays, de travailler, on va dire, avec tous les partenaires de l'écosystème. Donc, nous venons donc ensuite à un circuit universitaire ou bien d'éducation, et on prend la relève, la suite après, pour chausser les gens dans des programmes et chercher des financements pour les aider, en effet, à continuer leur parcours. Et donc, de cette manière-là, nous travaillons avec des programmes, incubateurs, accélérateurs, avec des investisseurs, donc les business angels au niveau de l'incubation, et des VC au niveau de l'accélération. Et pour revenir à cette question de est-ce qu'il faut chercher une envergure internationale au niveau de l'accélérateur, j'ai mon opinion sur l'accélération, et elle va être la suivante.
C'est qu'en effet, donc l'incubation, c'est celle-ci d'accompagner ou bien d'éduquer les gens sur un certain nombre de choses fondamentales, basiques, l'exploration de comment monter son business plan. Vous faites aussi, donc on le fait au en niveau effet. À UM6P Ventures, nous avons donc, en effet, nous avons un incubateur que nous avons co-monté avec MIT, Sandbox, il s'appelle Explorer. Donc ça, c'est un programme interne. Nous en avons plusieurs aussi au niveau de l'université et des partenaires. Donc nous travaillons avec tous les incubateurs. Mais pour moi, l'accélération est un autre sujet. C'est pourquoi nous retrouvons souvent des startups qui font 3-4 accélérateurs. L'accélérateur n'a pas pour vocation de former des gens, mais de connecter des gens. Et donc c'est pourquoi une envergure internationale est véritablement ce qu'il faut pour pouvoir justement les utiliser pour faire l'interface en effet avec des clients, des partenaires industriels et autres. Internationaux, en l'occurrence. Internationaux. Donc l'accélération est un sujet international. Parce qu'on n'est plus dans l'étape de constituer un business model ou un business plan. Nous sommes vraiment en train de chasser le growth et d'aller à une série A, série B, c'est-à-dire de passer de l'étape d'une start-up à une vraie entreprise structurée. C'est ce qu'on discutait justement tout à l'heure. On dit à la tout va start-up. Start-up, c'est seulement les premières étapes. Une fois qu'on est arrivé à la série A, les investisseurs attendent autre chose. Ils se sentent une croissance, une structure, une rigueur qui est beaucoup plus, on va dire, moins start-up et plus entreprise, SME. Et justement, comment voyez-vous, pour finir, messieurs, un dernier tour de table, la start-up de demain, et notamment en FinTech? Yassine Fakher, je commence par vous. La start-up de demain, c'est une start-up qui va opérer, au Maroc, qui va opérer au Maroc, mais qui va avoir les yeux sur l'Afrique, qui va avoir les yeux sur le monde entier. Je suis de l'avis de nos collègues sur le plateau qu'il faut absolument regarder beaucoup plus grand que le Maroc et puis avoir une idéation qui puisse s'exporter. Mais ce que je souhaite surtout, c'est qu'il y ait la formation d'un cadre autour de la FinTech, un petit peu au même titre que ce qu'on a eu dans d'autres pays, que ce soit en Afrique du Sud, au Nigeria ou en Égypte. Et je souhaiterais, peut-être pour nos enfants ou même les étudiants qui sont maintenant en train de terminer leur projet ou les entrepreneurs, qu'ils soient dans un pays qui porte une vision FinTech au plus haut sommet de l'État. Je pense que c'est élémentaire pour le pays. Je pense que ça va rajouter au paysage de la banque, au paysage de la finance, et de faire de la Banque centrale aussi un leader dans cet écosystème-là, en créant et puis surtout en faisant converger l'ensemble des acteurs, et puis surtout qu'on puisse avoir beaucoup plus d'investissements qui arrivent au Maroc pour accompagner ces jeunes entrepreneurs. C'est votre rôle aussi, pour avoir plus d'investissements. Parce que oui, vous accompagnez aussi, vous levez des fonds. Oui, on lève des fonds et puis on appelle aussi des capitaux. Donc souvent aussi, on opère par voie de JV ou bien sur des thématiques particulières. En effet, donc appeler des tours de table. Et, donc un dernier mot sur la start-up de demain. De la start-up de demain. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en FinTech et au Maroc, dans la FinTech, nos startups sont en train d'essayer, on va dire, de faire le même parcours que d'autres startups ont fait en Afrique, où, on va dire, il n'y avait pas forcément cet espace-là ici au Maroc. Parce que ce qu'on disait, c'est que les infrastructures étaient là, les produits étaient là, et donc du coup, le creux qui était à fournir n'était pas aussi important. Nos voisins africains ont eu plus de vélocité, mais aujourd'hui, les plateformes sont en train d'évoluer. Nous passons du modèle Web 2.0 à un Web 3.0 qui va être décentralisé, donc qui va changer les règles du jeu. Il y a bien sûr la réglementation qui évolue. Il y a de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Il y a tout ce qui est blockchain, crypto-assets et crypto-monnaie, donc qui vont aussi ouvrir d'autres opportunités. Si toutefois la réglementation le permet. Non, mais de toutes les façons, nous sommes en train de passer. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un modèle d'interaction humain, mais déjà la machine est en train de prendre le dessus, où les transactions machine-machine sont beaucoup plus importantes. Et donc, il y aura aussi des flux financiers, transactionnels, qui vont se passer dessus. Donc, si demain, il y a des bornes de recharge électrique, et ainsi de suite, et il est possible à une communauté de l'acheter, de facturer, et ainsi de suite. Donc, il y aura. Donc, c'est pourquoi j'essaie de voir en effet ce que la technologie va pouvoir permettre, mais aussi quels sont les autres métiers qui peuvent appeler la FinTech pour les doper. Je parlais donc notamment tout à l'heure de l'agriculture, qui est celle-ci de faire évoluer en effet le projet de l'agriculteur en le développant sur de nouvelles choses, le connecter on va dire, au marché financier, à des fournisseurs. Ouais. Donc en effet, on risque de prendre un peu de retard, et on est en train de prendre un peu de retard là justement en ce moment-ci, mais je pense que dans 2 ans, 3 ans, nous aurons comblé justement ce gap. Et vous êtes optimiste, Yassir Biaz? Je suis optimiste dans le sens où, je vous le dis très très franchement, je pense que le fort du Maroc sont les compétences techniques et infrastructures et scientifiques. Donc ça, c'est une force.
Donc peut-être que nous n'avons pas une géographie qui est aussi grande que, par exemple, nos amis par exemple, du Nigeria. Mais nous avons des compétences scientifiques. Donc quand on parlera de produits, de sécurité, d'intelligence artificielle, et que cela sera permis, je pense que là, on verra en effet la compétence marocaine. La matière grise marocaine. Exactement. Pourvu qu'elle reste au pays. Ou qu'elle revienne au pays comme vous l'avez fait, Yasser Biaz. Exactement. Un dernier mot, Cyril Jacques, mais vraiment très brièvement sur justement l'avenir de ce secteur de la FinTech dans lequel vous êtes vous-même aventuré. Moi, je voudrais mettre l'accent sur un point fort quand même du Maroc. On a parlé des freins tout à l'heure. Moi, je pense que la start-up de demain et les FinTech de demain, elles se trouvent sur les bancs de l'école et des universités aujourd'hui. Et on a la chance au Maroc d'avoir des universités, des écoles d'ingénieurs qui forment des développeurs, qui forment des ingénieurs de très très haut niveau, qui aujourd'hui sont des références en Afrique et en Europe et ailleurs d'ailleurs. Donc on a le vivier. Il suffit juste de donner cette petite poussée pour leur dire n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à monter des projets ici au Maroc et ayez une ambition continentale. Merci beaucoup, merci Cyril Jacques, merci Yasser Biaz, merci Yassine Fakher, Yasser Biaz. Je me perds entre Yassine et Yasser. Merci en tout cas, j'ai beaucoup appris grâce à vous aujourd'hui de ce domaine de la FinTech et de la start-up et nous souhaitons aussi que cela puisse accompagner, comme je le disais dans mon introduction, l'évolution exponentielle de ce secteur dans le monde et qu'on puisse effectivement se positionner dans cet échiquier. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée.